Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, j'aimerais réagir à un article du journal 20 minutes version suisse qui parle des mythes du permis de conduire. J'aimerais vous donner mon avis sur les différents mythes qu'ils abordent et vous faire part de mon expérience et vous dire si selon moi, c'est vrai ou faux. Évidemment, comme je ne suis pas un examinateur, mon avis restera subjectif. Et aussi, bien que l'article soit suisse, la plupart des mythes restent valables partout dans le monde, car ce sont souvent des mythes présents dans tous les pays. Mais adaptez-les si nécessaire avec la réglementation de votre pays. Je vais donc prendre chaque mythe l'un après l'autre, vous lire la réponse de l'expert et vous donner mon avis par la suite. C'est parti. Premier mythe, est-il exact que les experts de la circulation sont plus cléments l'après-midi? La réponse de l'expert. Dans le canton de Zurich, il est prévu que chaque experte de la circulation consacre une demi-journée, le matin ou l'après-midi, à faire passer 4 ou 5 examens de conduite maximum et effectue des contrôles des véhicules la seconde moitié de la journée. Que l'examen de conduite ait lieu le matin ou l'après-midi n'a aucune incidence sur le résultat. De plus, tous nos experts sont formés pour remettre leur compteur mental à zéro après chaque examen. Mon avis. Je suis d'accord avec la réponse de l'expert. L'heure de votre passage n'a aucune incidence sur votre résultat. Cependant, prenez bien en compte que selon l'heure de votre passage, le trafic risque d'être plus dense et la conduite plus compliquée. Si vous passez trop tôt ou trop tard, vous risquez de croiser des embouteillages car les personnes se rendent ou rentrent de leur boulot. De plus, si vous passez votre permis l'après-midi, vous avez toute la journée pour stresser. Et comme le stress, ça fatigue, vous risquez de faire davantage d'erreurs. Mais cette différence est minime. Donc oui, il y a peut-être un taux de réussite différent en fonction du moment de la journée, mais ça ne dépend en aucun cas de l'expert. Même si l'expert va avoir envie de rentrer, c'est normal, je vous rassure, ce ne sera pas une raison suffisante pour vous donner ou non le permis. C'est leur boulot. Ils savent qu'ils doivent délivrer le permis ou non à une personne qui sera par la suite sur la route. Ils ont une grande responsabilité. Si le choix du passage du permis avait une incidence sur l'expert, ça poserait des problèmes. Donc pas d'inquiétude. Et inversement, ne vous réjouissez pas trop si vous passez l'après-midi, car vous n'aurez pas plus de chances de réussir. Deuxième mythe, est-il vrai que les candidats au permis de conduire ont de meilleures chances de réussir si elles sont bien habillées? La réponse de l'expert, nous faisons passer environ 30 000 examens de conduite pratique et théorique par an. Les candidats sont issus de toutes les classes sociales et ont entre 16 et 85 ans. Ils ne s'habillent donc pas de la même manière. Nous ne jugeons pas leur tenue vestimentaire, mais leur façon de conduire. Une tenue soignée est certes agréable, y compris pour le candidat lui-même, mais elle n'est absolument pas déterminante pour la réussite de l'examen. Mon avis. Je suis partiellement d'accord avec cette réponse, d'ailleurs j'en parle dans l'une de mes vidéos, mais non, de manière générale, l'habillement n'a aucune incidence, ou presque pas. Ce serait vous mentir que de dire que l'habillement n'est absolument pas pris en compte. Il existe ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui apparaît quand notre cerveau construit une interprétation positive ou négative à partir d'une perception sélective d'informations liées à la première impression. Et je peux vous assurer que même s'il s'agit d'un raccourci, une personne qui se présente à l'examen en training et débardeur, avec une odeur de transpiration et une façon de s'exprimer très approximative, l'expert pourra lui aussi faire un raccourci et associer cette personne à une personne négligée qui n'a pas pris la peine de faire des efforts pour son passage et associer cette négligence à sa conduite, c'est-à-dire une préparation à la conduite qui a été négligée. A l'inverse, une personne propre et correctement habillée, pas besoin de mettre un costume cravate, on est d'accord, qui s'exprime de manière juste et polie, pourra créer ce même raccourci avec l'expert, mais de manière positive cette fois-ci. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes correctement habillé que le possible biais cognitif que fera l'expert vous permettra de réussir. Tous ces genres de petits détails n'influencent selon moi que de manière extrêmement minime votre résultat et uniquement dans de rares occasions. Donc ne misez pas tout sur vos vêtements. Troisième mythe, est-il vrai que le candidat n'est pas censé parler durant l'épreuve? La réponse de l'expert. Le candidat a le droit de parler autant qu'il veut. Il y a des candidats qui ont besoin de calme absolu pour se concentrer. D'autres, en revanche, apprécient un petit brin de causette pour détendre l'atmosphère. Chaque expert essaie de s'adapter au candidat. Mon avis. C'est tout à fait vrai. C'est en général discuté en début d'examen, et souvent l'élève a le choix. Par exemple, lors de mon permis, mon expert m'a dit que je pouvais parler si je le voulais. C'est vraiment vous qui avez le choix. L'expert vous posera peut-être une question ou vous parlera durant l'épreuve pour vous détendre si vous êtes stressé, ou alors parce qu'il voit que vous êtes confiant et que votre permis est presque déjà valide. Et même si rien n'a été défini avant de débuter l'épreuve, vous êtes libre de lancer vous-même la discussion à tout moment. L'expert juge votre conduite et pas la nature de la discussion. Si ça vous détend donc, n'hésitez pas à taper la discussion avec des questions du genre « Combien d'élèves avez-vous par jour ? Vous faites ça depuis longtemps ? Vous êtes nombreux à être experts dans la région ?» etc.
Par exemple, au début de mon épreuve, pour me mettre dans le bain, j'étais silencieux et je me concentrais. Et vers la fin, il a commencé à me parler de lui-même. Du coup, j'ai répondu et c'était plutôt bon signe. Mais a priori, dépendamment de votre pays où vous passez votre permis, vous avez le choix de parler ou non. C'est vous qui décidez. Quatrième mythe, si l'expert de la circulation est de mauvaise humeur, le candidat a peu de chances de réussir son examen pratique. Est-ce vrai? La réponse de l'expert. Nous attendons de nos experts de la circulation un professionnalisme absolu. Sa mauvaise humeur ne doit pas être ressentie par le candidat. Nos experts retournent en formation une fois par an et savent faire la différence entre leur travail d'expert et leur vie privée. Mon avis. Je suis un peu plus nuancé sur ce mythe car il est évident que nos humeurs influencent nos décisions. Les biais affectifs sont une vérité. On parle également d'effet d'humeur. Alors, même s'il n'est pas possible de généraliser, on peut quand même dire que si votre examen est vraiment très limite et que votre expert a eu la pire journée de sa vie, ça va pas aller à votre avantage. Les émotions sont naturelles et ce ne sont pas des formations annuelles qui pourront changer cela, même si ça permet d'atténuer l'effet global. Donc du coup, c'est faux que si l'expert est de mauvaise humeur, l'examen sera probablement raté, mais ça peut selon moi influencer négativement votre réussite si votre prestation était juste suffisante. Donc pour éviter ça, on donne le meilleur de soi-même pour que peu importe l'humeur de l'expert, il n'ait pas le choix de vous le donner. Cinquième mythe, est-il vrai que les petits incidents, comme caler le moteur pendant l'épreuve pratique, ne sont pas éliminatoires? La réponse de l'expert. Lors de l'épreuve pratique, on prend en compte l'évaluation globale sur toute la durée de l'examen. Si le candidat cale le moteur mais fournit une bonne performance par ailleurs, il n'a aucun souci à se faire. Mon avis, c'est tout à fait vrai. Caler n'est pas éliminatoire, c'est la prestation globale qui est importante. En revanche, si à chaque démarrage vous calez, même si le reste est très bon, votre réussite n'est pas garantie. Un petit incident, s'il est répété, n'est pas toujours bon signe. Il faut toujours aussi considérer si le calage met en danger les autres usagers, etc. Donc non, ce n'est pas éliminatoire, mais selon le contexte et la fréquence de ces erreurs, ça peut conduire à un échec. Caler une ou deux fois sans mettre en danger quiconque sur l'entièreté de votre examen ne devrait pas vous inquiéter, si le reste s'est bien passé. Sixième mythe, il existe un mythe selon lequel les examinateurs doivent atteindre un certain quota d'échecs par mois lors des examens pratiques. Est-ce exact? La réponse de l'expert. Nous ne faisons pas de statistiques individuelles sur le nombre de réussites et d'échecs prononcés par chaque expert. Mon avis? Difficile d'avoir la réponse à ce mythe, car difficile, voire impossible de vérifier à notre échelle. En vérité, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de quota, mais il doit forcément avoir un œil sur les statistiques et les taux de réussite et échecs selon chaque expert et adapté en continu pour que les évaluations soient justes. Mais aucune certitude. Septième mythe, une rumeur dit que les examens de conduite pratique effectués avec une voiture automatique sont évalués plus durement. Est-ce exact? La réponse de l'expert. Qu'un candidat passe l'examen à bord d'un véhicule avec une transmission manuelle ou automatique ne joue aucun rôle. Nous évaluons la manière de conduire dans son ensemble. La commande du véhicule n'est généralement pas un problème. De nombreux candidats ont, par contre, des difficultés à analyser des situations de circulation, à les évaluer correctement et à réagir en conséquence. Si un candidat a vraiment du mal à utiliser le véhicule, c'est qu'il n'est pas prêt pour l'examen. Mon avis. Pour être sincère, j'ai jamais réellement entendu ce mythe, ou plutôt que très rarement. Il concerne surtout la Suisse, où la réussite de l'examen avec une voiture automatique donne également le droit à la conduite des véhicules manuels. On pourrait donc penser que les experts sont plus exigeants avec ce genre d'examen, car sinon tout le monde passerait son permis en automatique, car il n'y a plus besoin de gérer la boîte à vitesse, entre autres. Mais en vérité, la réussite de l'examen ne dépend qu'en petite partie de la gestion du véhicule. Même si beaucoup de personnes finissent par le passer en automatique, c'est par simplicité et pour pouvoir se concentrer sur l'anticipation, la circulation, etc. Donc que votre véhicule soit à transmission manuelle ou automatique, la tenue du volant, le regard dans les rétros, la maîtrise des pédales restent similaires d'un véhicule à l'autre. Je pense donc que l'exigence de l'expert ne dépend pas du type de transmission du véhicule. Huitième mythe, regarder sur sa montre pendant l'examen est un ultime faux pas. Est-ce vrai? La réponse de l'expert. Le fait qu'un candidat regarde sur sa montre lors de l'examen pratique n'est pas du tout un problème. Il peut également demander l'heure à l'expert. En revanche, si le candidat sort le téléphone portable de la poche, c'est assurément moins bon, car cela déconcentre au volant. Mon avis. Encore une fois, pour être sincère, j'ai jamais réellement entendu ce mythe. Même si on peut croire que regarder sa montre peut déconcentrer et impliquer un incident, si regarder votre montre n'impacte en aucun cas votre conduite, il n'y a aucune raison que vous soyez pénalisé. En vérité, il s'agit surtout d'un mouvement similaire au réglage de la climatisation ou la gestion du volume de la radio. Donc je vois pas pourquoi la montre serait un faux pas.
La regarder est autorisée si vous parvenez à maintenir votre sécurité et celle des autres. En revanche, si en regardant votre montre, vous déviez de votre trajectoire ou créez un accident, vous serez pénalisé sans aucun doute. Concernant le téléphone, il s'agit d'une exception car il est régi par une réglementation, donc rangez-le et éteignez-le. Il pourrait vous déconcentrer s'il sonne ou vibre durant l'examen, sans que vous puissiez y répondre ou alors l'éteindre. 9e mythe, est-il vrai que moins on a d'heures de conduite, plus on a de risques d'échouer? La réponse de l'expert. Le jour de l'examen, nos experts de la circulation ignorent totalement le nombre d'heures de conduite prises par chaque candidat. Nous demandons qu'un candidat sache conduire en toute sécurité, correctement et de façon autonome. Qu'il ait eu besoin de 15 ou 30 heures de conduite pour y parvenir ne joue aucun rôle pour nous. Toutefois, l'expérience a montré qu'il est très utile qu'un candidat ne décide pas seul s'il est prêt, mais en accord avec un moniteur ou monitrice de conduite. Évidemment, cette règle s'applique uniquement pour la Suisse. Mon avis, c'est ni vrai ni faux. Ça dépend en fait du conducteur et de sa facilité à apprendre à conduire. Personnellement, j'ai passé mon permis en Suisse où il n'existe pas de nombre d'heures minimales et j'ai réussi avec 10 heures. D'autres ont eu besoin de 30 et encore d'autres avec seulement 2-3 heures, même 0 dans de rares cas. Ça dépend vraiment de votre niveau, des conditions du jour, de votre facilité et de votre expérience. Si vous avez déjà passé d'autres permis comme moto ou scooter avant, vous allez naturellement avoir plus de facilité et devrez faire moins d'heures que celui qui n'a jamais conduit auparavant. Mais de manière générale, sans considérer les valeurs extrêmes, il doit forcément y avoir une corrélation entre nombre d'heures et taux de réussite à l'examen. Donc voilà pour ces mythes. Une chose à prendre en compte, c'est que ces mythes sont pour la plupart relevés par les personnes qui ont échoué leur examen. C'est normal car on cherche à se rassurer avec ce qu'on peut. Vous verrez jamais personne dire qu'il a réussi son examen parce que son expert était de mauvaise humeur ou parce qu'il devait respecter un certain nombre de quotas de réussite. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais soulever une dernière chose. C'est le fait que de toute manière, si vous avez fait une bonne performance le jour de l'examen, il n'y a pas de raison pour que l'expert ne vous donne pas le permis. Encore une fois, ces mythes n'ont pas lieu d'être si vous faites un bon examen. Dans la grande majorité des cas, un échec est justifié, tout comme une réussite. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like ou un abonnement si ça vous a plu. C'est vraiment ça qui me soutient, même si vous n'avez pas envie de me suivre pour la suite de mes vidéos. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Greg, allez ciao.